Les événements politiques en France avec vous, Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur les images d'hier. Alors, les images de manifestations pacifiques, il y en a eu, et les images de violence, il y en a eu aussi. J'aimerais vous demander simplement ce que vous revendiquez, ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas de cette journée. En voyant des images ou alors... Oui, vous les voyez, on les voit défiler pendant que vous parlez. Voilà. Alors, j'aimerais bien voir justement sur les images si vous montrez par exemple ce manifestant à Montpellier qui a reçu en pleine tête un canon à eau au point qu'il a fait à la fois une incapacité à parler et une perte de mémoire. Ces images près d'une école maternelle où on voit par exemple des enfants qui ont été gazés. Et donc moi, je vais vous dire ce que je condamne, puisqu'on ne nous demande jamais ça. Je condamne d'abord le maintien du désordre de Monsieur Retailleau, qui a déployé 80 000 gendarmes, c'est-à-dire un effectif de police ou de gendarmes sur 3 dans ce pays, avec une volonté de maintenir à la fois la peur et la répression, avec des scènes absurdes. Par exemple, à Ivry-sur-Seine, en ce moment, il y a 4 militants qui sont en garde à vue depuis plus de 24 heures pour avoir juste déplacé des poubelles sans rien avoir détruit. Donc, il y a de la part de la Macronie une volonté de faire peur, une volonté de réprimer et d'empêcher un mouvement populaire de se faire. Mathilde Panot, il y a eu ces faits, mais il y a eu également, à l'inverse, à Paris, des jeunes qui ont lancé des poubelles violemment contre des policiers, des jeunes qui ont sauté sur une voiture de police. Quand même, là, comment réagissez-vous ? Je réagis en disant que c'est scandaleux qu'après un mouvement, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, Monsieur Pilat, qui était un mouvement d'ampleur. Il y a eu si monde, vous regardez les chiffres que je conteste, mais les chiffres de la police, qui sont loufoques, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup plus de monde dans ce mouvement du 10 septembre. Mais prenons les chiffres de la police pour regarder. Il y a eu dans cette manifestation et ce mouvement du 10 septembre plus de personnes mobilisées que dans toutes les mobilisations du Gilet jaune, à l'exception de la première, si on prend les chiffres de la police, donc à comparaison, qui sont valables. Donc, je vais vous dire, peut-être y a-t-il eu ici ou là une poubelle qui brûlait, qui d'ailleurs se retrouvait généralement sur des chaînes d'information en continu. Une voiture de police assiégée, vous condamnez ces agissements ? Mais écoutez, moi, je suis contre la violence sur les personnes. Mais nous avons un problème en France, il s'appelle Emmanuel Macron, c'est un président de la République qui décide de n'écouter rien ni personne et qui ne répond que par la répression, et dont d'ailleurs le pouvoir ne tient que par cette même répression. Madame Panot, va se poser maintenant la question politique. Sébastien Lecornu débute. On a montré en primeur sur notre antenne hier déjà un sondage pour LCI. On voit que oui, il y a une partie de méfiance. 66% de Français qui pour l'instant sont très pessimistes. Mais enfin, est-ce que vous lui donnez sa chance ? Et pour être très concret, est-ce qu'il vous a appelé par exemple ? Alors non, d'ailleurs je crois qu'en ce moment il appelle les chefs de parti, donc nous n'avons reçu aucun appel de sa part, mais je vais vous dire, nous ne lui faisons aucune confiance et nous disons même que M. Lecornu est un Premier ministre illégitime. Mais déjà maintenant, attendez, pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice quand même ? Il vient d'arriver, il y a quelques heures, de dire ok, on va vous voir. Depuis 2022, c'est le 5e Premier ministre de M. Macron. Sébastien Lecornu est le premier et le dernier soutien d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est le seul homme en France qui a été ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc depuis 2017, il a occupé différents postes et c'est le même visage de la brutalité sociale avec lequel s'exerce le pouvoir macroniste. C'est celui qui a réprimé en Guadeloupe, qui a enterré les revendications des Gilets jaunes. C'est celui qui incarne peut-être la complicité de la France avec le génocide en cours de la part de Netanyahou. Par exemple, il avait rencontré Yoav Golan, vous savez, qui est en ce moment poursuivi par la Cour pénale internationale, comme d'ailleurs M. Netanyahou, pour crimes de guerre, et il avait dit qu'il partageait avec lui en novembre 2023 des valeurs humanistes. Est-ce que vous accordez un petit crédit ? La France va reconnaître sans doute l'État de Palestine. Beaucoup d'États en Europe ne le font pas. Est-ce que là-dessus, vous dites quand même bravo Emmanuel Macron, par exemple ? Mais non, il serait temps, je dis il serait temps, et c'est d'abord une victoire de la mobilisation populaire. Nous sommes à 23 mois de génocide. 23 mois de génocide avec des images insoutenables qui nous arrivent de Gaza, où l'on voit des Palestiniens et Palestiniennes particulièrement, des enfants qui sont réduits à l'état de squelette, où l'on voit les bombardements et l'attaque terrestre qui se fait sur Gazaville, et un plan soutenu à la fois par Netanyahou et Trump de déporter l'ensemble des 2 millions de Palestiniens vers des pays comme la Libye. On voit ces images. Si je peux me permettre, revenons à la crise politique. Je vous en prie. Elle est forte, elle est grave. Est-ce que
s'il vous appelle, vous irez la semaine prochaine à Matignon rencontrer le Premier ministre. Non, nous n'irons pas parce que nous voulons d'abord qu'il se soumette au vote de confiance, comme l'a fait d'ailleurs récemment M. Bayrou, ou s'il ne le faisait pas, alors nous déposerions immédiatement une motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution. Il n'est pas possible qu'après ce qui s'est passé lundi, où pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, un gouvernement est tombé, celui de M. Bayrou, et ensuite avec 2/3 de parlementaires qui ont voté contre M. Bayrou, mais aussi contre la politique macroniste, qui a été battue 3 fois dans les urnes avec le peuple de France, qui a clairement exprimé qu'il voulait en finir avec la politique macroniste. Mais c'est une nouvelle séquence. Un clone qui poursuivra la même politique est un affront au peuple français et une provocation. C'est pas très républicain de ne pas aller quand même au moins dire bonjour et discuter la semaine prochaine. C'est pas républicain. Justement, ce qui est très républicain, ce qui est l'usage dans toutes les démocraties, c'est que lorsqu'il y a un Premier ministre et un gouvernement, alors il se présente d'abord devant l'Assemblée nationale pour demander la confiance de l'Assemblée nationale, ce que la Macronie avait refusé de faire depuis 5 années. Madame la députée, est-ce que vous reconnaissez quand même la possibilité de concession? Le Premier ministre dit et laisse dire que oui, il y aura sans doute un certain nombre de discussions qui s'ouvrent déjà maintenant, y compris sur une fiscalité plus sociale. S'il fait un effort, vos camarades, on peut dire camarades socialistes? Vous pouvez dire ce que vous voulez, allez-y, posez votre question. Quel mot vous utilisez pour les socialistes? Ça dépend à quel moment de l'histoire, mais continuez. Ex-camarade. Écoutez, aujourd'hui, on comprend plus ce qu'ils sont en train de faire. Je veux dire, par exemple, quand ils défendent la retraite à 63 ans, parce que suspension de la réforme Borne aujourd'hui, ça veut dire la retraite à 63 ans, on comprend plus. Quand vous avez M. Glucksmann qui explique tranquillement, au moins c'est clair, que lui veut construire des consensus justement et des compromis, voilà, avec à la fois les macronistes et la droite. Bon, bah, nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. Ex-camarades, d'accord. Ex-camarades. Vos ex-camarades socialistes disent parfois off, s'il y a au moins un petit progrès social, une fiscalité un peu plus égalitaire, c'est pas mal déjà, non? Mais déjà, les socialistes devraient apprendre de leurs leçons. Je rappelle que la dernière fois, ils avaient expliqué qu'ils avaient obtenu des grandes concessions sur le budget qui avait d'abord été présenté par M. Barnier, puis M. Bayrou, qui a tenu 8 mois grâce à leur no-censure, je le rappelle. Et ensuite, ils avaient expliqué qu'ils avaient obtenu un conclave sur les retraites dont tout le monde a vu qu'il n'a absolument rien fait et qu'il n'a surtout pas abrogé la réforme de la retraite pour lequel il y a une majorité pour l'abroger à l'Assemblée nationale. Donc, Sébastien Lecornu veut rouvrir ce débat sur les retraites. Mais oui, on va refaire encore un conclave qui mènera au même résultat. Je vais vous dire, la Macronie est au pouvoir depuis maintenant 8 ans. Nous avons eu un baromètre aujourd'hui de Secours populaire qui dit qu'une personne sur 3 dans ce pays ne mange régulièrement pas à sa faim, qui dit qu'une personne sur 2 dans ce pays peine à aller en vacances ne serait-ce qu'une fois par an et que 40% de nos concitoyens peinent à payer leurs factures d'électricité. Donc maintenant, ça suffit. Lorsque dans les urnes, les Français et les Françaises ont clairement exprimé qu'ils ne voulaient plus de la politique macroniste, alors il n'y a aucune légitimité à continuer cette politique en l'adaptant un peu ici, par là. Non, les Français ont voté pour des investissements massifs dans les services publics, pour l'augmentation du SMIC, pour la bifurcation écologique, bref, tout autre chose que ce que fait Emmanuel Macron. Et donc, M. Macron doit partir, c'est ça notre proposition. On va revenir à vos propositions en la matière, mais quand on voit les sondages, reste au sondage hier sur LCI, alors il n'était pas très favorable à Sébastien Lecornu, il faut l'avouer, il n'est pas très favorable à vous non plus, si vous me permettez. On regarde le sondage, quel parti souhaitez-vous voir au gouvernement? RN 52%, LR 45%, Horizon 40%, PS 39%, Renaissance 35% et les filles 18%. Alors vous direz les sondages sont les sondages, mais est-ce que ça ne montre pas que la stratégie de rupture complète que vous assumez, que vous revendiquez, et peut-être qu'elle resserre bien vos troupes, mais elle provoque beaucoup d'opposition chez tous les autres? Monsieur Rochebin, ça vous rappelle rien ce que vous êtes en train de lire? Ça ne vous rappelle pas une certaine époque, en juin et en juillet 2024, où 27 sondages sur 27 nous ont expliqué à longueur d'antenne que l'extrême droite allait gagner dans ce pays. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Entre deux, vous savez bien. Comment? Il y a eu entre deux le barrage anti-RN. Le Front républicain. Qui a gagné? Le Front républicain. C'est le nouveau Front populaire sur un programme de rupture qui a gagné. Donc je vais vous dire ce qui s'exprime et ce qui s'est exprimé aussi. Plus le NSP. Je vais répondre là-dessus, mais ce qui s'est exprimé, y compris hier dans le pays. Beaucoup d'entre vous, s'ils sont des observateurs attentifs, ont noté qu'il y avait beaucoup de la jeunesse qui était dans les rues hier, et aussi beaucoup de femmes, ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire dans un mouvement. Mais très peu salariés. La France n'a pas été bloquée hier. Oui, mais attendez,
attendez le 18 où j'espère bien qu'il y aura une jonction. C'est l'acte 2 du mouvement septembriste et où l'ensemble des syndicats appellent justement à faire grève. Et donc j'espère bien que la jonction entre la grève massive dans le pays et la jeunesse permettra de faire en sorte qu'on arrive à un moment encore plus important que celui que nous avons vécu restez bien hier. avec nous et restez bien vous aussi avec nous. D'abord, je rappelle que dans quelques instants, on ouvrira notre soirée spéciale. Je rappelle cette information très importante. La France, ce soir, ça date d'il y a quelques minutes, envoie 3 Rafales en Pologne. On va voir le branle-bas de combat militaire. 40 000 soldats polonais à la frontière bordant la Russie et la Biélorussie. Une branle-bas de combat dans toute la région. On entendra la chef de la diplomatie européenne sur LCI dans quelques instants. Et d'abord donc la situation en France. Avec vous, Mathilde Panot, on parlera dans quelques instants de la suite des événements. Et vous le disiez vous-même, le 18 septembre notamment. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Mathilde Panot et Renaud Pila. Projetons-nous sur l'avenir, les jours qui viennent après le 10 septembre. Viendra le 18 septembre. Quelle est l'ampleur du blocage que vous espérez exactement? On a souvenir dans l'histoire de France de grands blocages de mai 68 où vraiment la grève devenait une grève générale. Est-ce que c'est cela que vous espérez? Oui, on espère que le peuple puisse se faire entendre sur les revendications qu'il a. Et je veux faire remarquer à tout le monde qu'avant même que le mouvement du 10 septembre commence, donc qui connaîtra son acte 2 le 18 septembre, ils ont déjà obtenu 2 victoires très importantes. La première, c'est évidemment la chute du gouvernement Bayrou, puisque lui-même a admis que c'était la mobilisation du 10 qui lui faisait peur et qui l'a amené à demander ce vote de confiance. Mais aussi, aujourd'hui, le gouvernement qui a décidé, démissionnaire donc, d'enlever les décrets sur le doublement des franchises médicales, qui voulaient prendre 2 € sur chaque boîte de médicaments et 8 € sur du transport sanitaire. Et ça aussi, c'est une victoire de la mobilisation populaire. Donc il faut continuer tant que Emmanuel Macron ne comprendra pas qu'il ne peut pas continuer une politique qui a été défaite par la souveraineté populaire. On voit bien que le 18, vous voulez à la fois marcher et mobiliser vos troupes. Il y aura également tous les syndicats, ce qui est assez rare. Toute la gauche, peut-être, mais le PS. Alors moi, j'ai absolument pas compris ces dernières heures, ces derniers jours, votre divorce public, acté, avec le PS. Jean-Luc Mélenchon dit, s'il y a un Premier ministre socialiste, on censure. Vous vous rendez compte, on censure. Les électeurs qui, il y a un an, ont voté en commun. Les socialistes disent, si c'est un Premier ministre LFI, on censure. Ce divorce, si jamais il y a des élections anticipées, ce divorce. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, c'est d'abord les socialistes qui ont expliqué qu'ils ne voulaient pas de ministres insoumis dans leur gouvernement, mais surtout qu'ils laissaient tomber le programme sur lequel ils ont été élus il y a un an. Nous, et ce n'est pas étonnant, nous resterons fidèles au programme sur lequel nous avons été élus et aux convictions que nous portons. Lorsque, par exemple, ils abandonnent l'abrogation de la retraite à 64 ans pour dire « nous sommes pour la retraite à 63 ans », lorsqu'ils abandonnent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, comme ils l'ont fait dans leur contre-budget, lorsqu'ils abandonnent la garantie universelle pour les étudiants, etc., on pourrait continuer. Alors, nous ne participerons pas. Et nous l'avons dit, nous n'avons pas dit nous censurons immédiatement, nous avons dit pour qu'il y ait un gouvernement socialiste, cela veut dire que derrière, il y aurait une grande coalition avec les macronistes et les LR, et nous ne participerons jamais à cela. Mais Mathilde Panot, attendez, en cas de dissolution, parce que vous souhaitez à la fois une dissolution et un départ du président de la République, en cas de dissolution, dans les circonscriptions, accord ou pas? Mais alors, vous allez perdre des dizaines de députés. Nous, on demande d'abord qu'il y ait un départ du président de la République. Oui. On lui laisse le choix entre démission et destitution. Et je veux juste faire remarquer, parce que ça me semble important, que tous ceux qui parlent d'unité à tout va sur la question de la gauche, il se trouve qu'aujourd'hui, s'est produit un événement assez historique. Nous ne sommes plus seulement 71 parlementaires insoumis à demander la destitution du président de la République, mais 104 parlementaires, c'est-à-dire plus que la moitié des députés du nouveau Front populaire qui avait été élu sur un programme de rupture. Panot, donc c'est nous qui sommes majoritaires dans ce cadre-là. À quoi ça sert? Vous savez très bien que c'est sa décision souveraine. Et objectivement, il y a très peu de chances qu'il vous écoute. Vous pouvez parier, mais enfin, il y a peu de chances. Au fond, pardon, c'est un peu terre à terre, mais à quoi ça sert? Mais ça sert parce que vous aurez remarqué qu'il y a 2 tiers des parlementaires, ça commence par l'Assemblée nationale, il y a 2 tiers des parlementaires qui ont voté contre Bayrou et sa politique. Et donc s'il y avait 2 tiers des parlementaires qui votaient pour la destitution du président Emmanuel Macron, alors on aurait franchi la première étape de l'Assemblée. Ça n'aura pas lieu. Eh bien, ça n'aura pas lieu, vous n'en savez rien, parce que je vais vous dire, par exemple, Emmanuel Macron expliquait fièrement que François Bayrou continuerait son mandat jusqu'en 2027. Et puis, je rappelle qu'il y a seulement 3 semaines, vous expliquiez, lorsque
nous disions que nous allions déposer une motion de censure dès le 23 septembre contre François Bayrou et sa politique, que cette censure ne fonctionnerait jamais. Mais pardon, alors allez au bout. Est-ce que vous espérez que la grève générale causera une situation telle que... Est-ce que ça fait partie de votre espoir? Oui, j'espère que le peuple se fera entendre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Jusqu'à bloquer le pays pendant 10 jours, 20 jours. Dans l'histoire, le 11 septembre, c'est la mort de Allende au Chili en 1973 par un coup d'État qui a provoqué 17 ans de dictature au Chili. Eh bien, Allende disait « L'histoire nous appartient, ce sont les peuples qui la font ». Donc, il n'y a pas d'avenir, tout écrit. Nous pouvons écrire notre propre histoire. Et quand vous avez un président de la République qui est autant détesté dans le pays, à 15% d'opinion favorable, alors oui, j'estime qu'aujourd'hui, celui qui est responsable de l'impasse et du blocage chez Emmanuel Macron, et que c'est une issue positive que nous offrons au pays, celle de choisir entre de grandes options qui s'offrent pour le pays, qui permet de sortir de l'impasse. Oui, mais j'ai une mini-question. Je vous en prie. Si Emmanuel Macron partait à cause de son impopularité, c'est ouvrir une brèche extrêmement grave dans les institutions de la Ve République. Vous voulez passer à la Sixième République, mais sous la Cinquième. Demain, présidentiel anticipé, Jean-Luc Mélenchon est élu. Au bout d'un an et demi, pardonnez ma trivialité, il se plante. Ça veut dire que tous les présidents qui seront très impopulaires, on va tous les 2 ans les faire partir. Non, mais attendez, c'est extrêmement grave. Alors, d'abord, il y a 2 choses. Vous avez des exemples dans l'histoire de France. De Gaulle est déjà parti de lui-même en disant qu'il rendait service au pays après un vote qui avait été perdu. De lui-même. Or, Emmanuel Macron n'a pas perdu un vote, mais 3. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, là où vous avez raison, c'est que nous, dans le cadre de la Sixième République, nous voulons organiser les choses. C'est-à-dire, ce n'est pas en se basant sur des sondages de popularité, mais nous voulons faire ce qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne, qui était déjà porté par les Gilets jaunes, avec notamment le référendum révocatoire. Mais là, on est dans la Cinquième. Et oui, mais si on est concret. Si nous avions, même dans la Ve République, si nous avions un référendum révocatoire possible, alors Emmanuel Macron serait déjà parti. Et il est sain dans une démocratie que par le vote, on puisse organiser des choses qui permettent de sortir, là aussi, d'une issue, d'une impasse. La stratégie de la gauche à long terme. Vous êtes aujourd'hui, il faut le dire, un grand parti de gauche. De fait, vous êtes un grand parti de la gauche, vous marquez l'histoire de la gauche, mais si on remonte, 1936, les Fronts populaires, Blum, Mitterrand en 81, il y a des moments dans l'histoire où la gauche a été au pouvoir, où les socialistes ont accepté d'être modérés, ont accepté de traiter, d'avoir des majorités qui n'étaient pas exclusives, et il y a eu des acquis sociaux considérables. Pourquoi est-ce que vous refusez ce pari aujourd'hui? Pourquoi aller à la rupture totale? Mais Monsieur Rochebin, refaites l'histoire. C'est toujours nous qui avons fait l'union. Regardez, 2022, Jean-Luc Mélenchon fait 22%. Tous les autres font moins de 5%, et je vais rappeler le score du Parti socialiste qui fait 1,67%. Que faisons-nous? Nous disons, nous jetons la rancune à la rivière alors que nous avons manqué le second tour à 420 000 voix. Nous créons à cette époque la NUPES, rompue par les socialistes juste après. Puis ensuite, nous créons le nouveau Front populaire en donnant 100 circonscriptions aux socialistes pour un petit écart aux européennes qui n'a rien à voir entre 1,67 et 22%. Et à ce moment-là, nous faisons là encore la démonstration que les socialistes s'assoient sur le programme. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir